Et si vous ne faisiez plus la différence entre le bien et le mal, que se passe-t-il quand il n'y a plus de morale, quand des pulsions enfouies au fond de nous font surface? Les Américains trembleront devant la brutalité, la cruauté et la barbarie de cet homme. Surnommé le croque-mitaine, le vampire de Brooklyn ou encore l'ogre de Wisteria, Albert Fish est connu pour être un des plus grands psychopathes et cannibales des États-Unis. Les amis, je vous préviens tout de suite, même si j'ai poncé le texte pour cette histoire reste tout public, elle reste néanmoins assez crue. Donc âme sensible, s'abstenir. Car aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la perversion d'un psychopathe, celle d'Albert Fish. Albert naît en 1870 aux États-Unis. Il est le dernier d'une fratrie de 4 enfants. C'est un petit garçon sans problème, entouré de sa famille, il grandit, joue au ballon et est globalement épanoui. La petite famille vit à Washington, dans un quartier paisible. Il avait tout pour être heureux jusqu'à ce qu'un drame vienne soudainement frapper leur foyer. Le patriarche de la famille, le père d'Albert, meurt d'une crise cardiaque. Après la mort de son mari, la mère d'Albert ne se sent pas capable d'élever ses enfants. Le petit garçon, encore naïf, insouciant et fragile, doit affronter le chagrin et la perte de son père, seul. En effet, le petit Albert est placé à l'orphelinat alors qu'il n'a que 5 ans. À cette époque, les orphelinats n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui et c'est très loin d'être un doux foyer où les orphelins peuvent retrouver un équilibre de vie. Ce qu'il subira dans cette institution marquera au fer rouge le jeune garçon. Rien ne sera plus jamais comme avant. Scène traumatisante, du haut de ses 5 ans, le jeune garçon voit ses camarades de chambrée mettre le feu à la queue d'un cheval. Les sévices infligés à l'animal feront rire les bourreaux. Albert, lui, sera très marqué par cette scène insoutenable. Il restera 2 ans dans cet orphelinat, 730 jours et pas une minute où la souffrance ne le borde avant d'aller dormir. Il devient la bête noire des plus grands, des plus forts. Entre harcèlement et douleur, les autres enfants de l'institution ne cesseront jusqu'à son départ de le battre et de le martyriser. Ce sont durant ces heures de souffrance infligées par les autres enfants qu'Albert découvre le plaisir de la douleur physique. Pour survivre, il a fini par apprécier et prendre plaisir à souffrir. À partir de là, chaque nouvelle expérience de sa vie va nourrir sa folie. Celles-ci vont développer chez lui un esprit malsain, torturé, dérangé et criminel. Tout commence avec son grand frère, Walter, lorsqu'il le retrouve dans son foyer familial. Comme beaucoup de grands frères, celui d'Albert aime taquiner son cadet en lui racontant des histoires effrayantes. Il espère sans doute que le petit Albert, alors âgé de 7 ans, tenu par la peur, fera quelques cauchemars dans son lit. Walter lui raconte régulièrement des histoires de cannibales, des hommes mangeurs d'hommes, des monstres assoiffés de sang et de chair humaine. Mais l'effet de ces histoires sur Albert a un tout autre impact. Il se découvre une nouvelle passion et en redemande. Walter montre également à son cadet des dessins de jeunes femmes, pour les moins explicites. Dès lors, inconsciemment, Albert voue un véritable culte aux faits divers sordides. Il lit avec plaisir et minutie les rubriques criminelles des journaux. Au cours de sa jeunesse, Albert fait de nouvelles expériences. Il rencontre un jeune télégraphe au goût pour les moins particuliers. Adepte de maisons closes, il initie Albert à des pratiques érotiques extrêmes avec celui qui deviendra plus tard son amant. Au fur et à mesure des années, il devient un jeune adulte nourri par les perversités de son compagnon, les images violentes de son enfance et de sa soif de souffrance. À 20 ans, il débarque à New York pour se prostituer et laisser libre cours à ses premiers élans pervers. Il commence par le voyeurisme à la piscine et admire de jeunes garçons. Puis, rapidement, il ressent le besoin d'assouvir ses plus bas instincts. Cela devient même vital pour lui. Il passe à l'acte et assouvit ses pulsions sur de jeunes garçons et ne s'arrêtera plus. À la fin des années 1890, Albert travaillera comme peintre en bâtiment et se mariera avec Anna, avec qui il aura 6 enfants. Mais en parallèle, il poursuivra sa quête de plaisir et de douleur sans relâche. Les victimes sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus torturées. Au cours de cette même période, Albert développe une passion morbide pour la castration. Il a d'ailleurs tenté de castrer l'un de ses amants de passage. Mais les cris terribles et la douleur impressionnante du pauvre homme ont eu raison d'Albert qui s'est enfui face à la souffrance du jeune homme. Autour de cette nouvelle passion morbide et sanguinaire rôde toujours cette recherche de la douleur et de la souffrance comme plaisir. Albert fréquente de plus en plus les maisons closes afin de laisser libre cours à ses désirs les plus violents.
En 1917, lorsque sa femme le quitte, la folie d'Albert prend de plus en plus d'ampleur. À cette époque, il commence à entendre des voix, prendre plaisir à se mutiler et à s'enfoncer des aiguilles dans son corps, et cela de plus en plus profondément. 27 d'entre elles seront enfoncées à une telle profondeur dans la chair qu'elles ne seront jamais retirées. Albert vit avec ces aiguilles qui lui labourent le corps de l'intérieur. Albert Fish est incarcéré à maintes reprises, mais jamais pour des faits de barbarie, de violence ou de torture. D'ailleurs, à ce stade, personne ne sait ce dont Albert Fish est capable. Personne n'imagine combien cet homme est violent et barbare. Personne, mis à part ses nombreuses victimes. Mais jusqu'ici, rien ne les relie entre elles et encore moins à leur bourreau. Entre 1902 et 1933, Albert a été arrêté à 8 reprises pour escroquerie, chèque sans provision ou encore pour vol. Il ressort de ces différentes condamnations pour ces petits délits avec de simples sursis. Il a pourtant été interrogé à de nombreuses reprises pour des disparitions d'enfants. Mais aux yeux des policiers et de la justice, il paraissait inoffensif. Il reste jusqu'au début des années 30 un homme sans histoire ou presque. Et il sévit continuellement sans jamais se faire inquiéter. Le 25 mai 1928, Edward Budd, un jeune homme de 18 ans, passe une annonce dans un journal. Sa famille ayant besoin d'argent, il souhaite trouver un travail et un logement à la campagne. Albert Fish va répondre à cette annonce sous le pseudonyme de Frank Howard. Il rencontre son père, le jeune homme, ainsi que sa petite sœur de 12 ans, Grace Budd. Il se fait passer pour un propriétaire ayant un grand domaine et assure auprès du père qu'il recherche à employer leur fils et qu'il assurera le logement ainsi qu'un salaire de $15 par semaine. Albert Fish noue une relation cordiale et une bonne entente avec la famille. Une semaine plus tard, il arrive à convaincre les parents de laisser la petite Grace l'accompagner à une fête d'anniversaire organisée par sa sœur le soir même. Il donne l'adresse qui se révélera être fausse et leur assure qu'elle passera une très bonne soirée. La famille Budd, ayant absolument besoin d'argent et ne voulant pas froisser ce riche propriétaire, laisse alors Grace entre les mains d'Albert, qu'ils ne reverront plus jamais. Et c'est pratiquement 6 ans plus tard que les parents de Grace reçoivent une lettre anonyme. Cette lettre, elle décrit avec horreur, exactitude et dans les moindres détails ce qu'a fait subir Albert Fish à leur fille. Il l'a tuée, découpée en plusieurs morceaux pour ensuite la manger et que cela a duré 9 jours. Choquée, la famille transmet l'horrible lettre à la police. Mais c'est plutôt l'enveloppe qui donna un précieux indice à la police. L'entête étant mal été barrée, un des policiers a pu retrouver l'adresse d'où provenait la lettre. Et il s'agissait d'une association de chauffeurs privés. Mais malheureusement, une fois sur place, personne ne connaissait de Frank Howard. Toutefois, l'un d'eux, qui est concierge dans un immeuble juste à côté, reconnaît avoir volé les enveloppes pour les transmettre à l'un des locataires, un certain Albert Howard Fish, et correspondant parfaitement à la description de Frank Howard. Mais le jeune concierge leur révéla aussi que Albert Fish a déménagé le 11 novembre dernier, date à laquelle les parents de Grace ont reçu l'horrible lettre. Les policiers pensent tenir le coupable, mais ils savent absolument pas où retrouver cet individu. Néanmoins, une aide précieuse va leur être apportée. Le propriétaire de l'établissement où logeait Albert leur indique qu'il reviendrait puisqu'il attend un chèque de $25. Pour la police, il n'y avait plus qu'à l'attendre et à l'attraper. Le 4 décembre, la lettre arrive. C'est un vieillard qui vient se présenter pour la récupérer. La police s'apprête à l'arrêter, mais le vieillard sort de sa poche une lame de rasoir et se met à menacer les policiers. Mais face à un vieillard à bout de force, ils réussissent à lui enlever sa lame, à le maîtriser et à l'emmener au poste de police. Suite à son arrestation, il avouera absolument tout et dans les moindres détails. Même là où il a enterré les restes de la pauvre Grace. Par la suite, d'autres lettres ont été découvertes, toutes aussi macabres, perverses et sordides, si insoutenables que chaque lecture est un véritable supplice. Mais elles permettent pour les enquêteurs de faire concorder certains faits. De nombreux éléments concordants permettent de mettre en accusation l'auteur face à ses actes de cruauté. Arrêté le 4 décembre 1934, il sera jugé le 11 mars 1935 pour le meurtre de la petite Grace Budd. Depuis son arrestation, la langue d'Albert se délie. Il avouera de nombreux sévices sur des petits garçons, mais aussi de jeunes filles. Pour les autres, dans la majorité des cas, le protocole était le même. Albert trouvait ses victimes lors de ses vagabondages ou dans des petites annonces parues dans le journal. Il séduisait ses victimes avec des bonbons ou des friandises, puis il les enlevait et les réduisait à l'impuissance. Supplices, mutilations et de nombreuses maltraitances.
La plupart des victimes seront surtout de jeunes garçons pour qui il voue une passion particulièrement machiavélique. Il réduisait rarement au silence ces jeunes victimes car il se nourrissait de leurs douleurs et de leurs cris. Lorsque sa soif de perversité était assouvie, il tuait les enfants. Certains d'entre eux ont terminé dans son assiette comme ce fut le cas pour Grace. Si seulement 16 victimes ont clairement été identifiées et reliées à ce psychopathe, selon le psychiatre qui a suivi Albert, le nombre s'élèverait sans aucun doute à plus de 400. Incarcéré dans la prison new-yorkaise de Sing Sing, il sera exécuté sur la chaise électrique le 16 janvier 1936. Au début des années 2000, un homme va gagner plusieurs millions de dollars à la bourse et sur un laps de temps très court. Et tout le monde se demande comment pouvait-il deviner et tomber juste à chaque fois. Quand il est interrogé sur ses incroyables placements financiers, il répondra simplement qu'il savait déjà tout puisqu'il vient du futur. Si vous souhaitez ne pas louper les prochains épisodes, je vous laisse vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici. Et si vous souhaitez en savoir plus sur cette incroyable histoire, je vous laisse cliquer juste là. Quant à moi, je vous dis à tout de suite.